pas faire un cours sur la colonisation de l'Algérie, tous les liens. Je vais essayer de reprendre quelques aspects. Moi, je m'intéressais surtout à pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est aussi conflictuel par rapport à la mémoire de la guerre d'Algérie. Et pour cela, en fait, malheureusement, je suis désolé pour vous, ça m'amène à revenir sur toute l'histoire de la colonisation. Donc, en 3 points, je vais faire un petit peu à la fois cette période de la colonisation. Ensuite, montrer aussi la période de tension énorme qu'a été la période de la guerre d'Algérie, pour enfin aboutir sur la situation actuelle. Donc je vais essayer de brosser assez rapidement un petit peu tout ça, 132 années de colonisation, ce qui est assez énorme. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas s'il y a certaines fois où je coupe un peu dans le vif. La première chose, c'est que la colonisation a été un moment qui a été extrêmement dur. La colonisation française en Algérie a été un moment qui a été extrêmement fort, extrêmement dur, notamment au moment de la prise d'Alger, déjà, parce que le traité qui est signé au moment de la prise d'Alger, en fait, dit qu'il y aura un respect des Français par rapport aux croyances, par rapport à la population algérienne, et tout de suite, en fait, cela n'a pas été le cas, donc il y a eu déjà un revirement immédiat de la politique française, puisqu'il y a eu une razzia dans toute la ville d'Alger. Ensuite, très rapidement, avec le maréchal Bugeaud en particulier, il y a eu une volonté de coloniser. Au départ, il n'y a pas de volonté colonisatrice de l'Algérie à proprement parler. Ça s'est fait par à-coups. Mais finalement, donc, certaines personnes se sont dit que le pays regorgeait de richesses et qu'il fallait aller de l'avant et coloniser au fur et à mesure toute l'Algérie. Ça a été le cas en particulier avec le maréchal Bugeaud, qui a mené une colonisation qui a été extrêmement dure, notamment avec, par exemple, les enfumades aussi, qui restent quelque chose qui est extrêmement lourd au niveau de la mémoire algérienne, donc où il y a eu des centaines, voire des milliers de personnes qui ont été enfumées, qui sont mortes ainsi au cours de la colonisation. Donc il y a eu des moments extrêmement durs. Le terme, même si le terme n'a pas été retenu, hein, mais le terme a été employé à un moment donné par certaines personnes d'extermination. Donc ce sont des moments qui sont évidemment extrêmement forts, on peut l'imaginer, et au point que voilà, j'ai noté ici dans un livre que j'ai publié là, c'est un procès-verbal et un rapport de la commission nommée par le roi, le 7 juillet 1833, pour faire le point justement sur la colonisation de l'Algérie. Et dans un rapport, donc tout ce qui est le plus officiel, royal, il est dit, donc écrit, stipulé tout à fait nettement, nous avons débordé en barbarie les barbares que nous venions civiliser. Donc ça montre bien ici que la colonisation a débuté de manière extrêmement dure, et ce jusqu'aux années 1848, et après, on va dire, il y a eu des moments qui ont été extrêmement forts encore au niveau de la colonisation et de la répression. Les 2 autres moments forts, ce sont essentiellement la répression de la révolte d'El-Mokrani, donc en 1870, où là on a eu des déportations aussi d'Algériens en Nouvelle-Calédonie par exemple, et donc il y a eu voilà, de nombreux morts aussi. Et le dernier temps fort qui a amené une coupure irrémédiable entre les Français et les Algériens, c'est en mai 1945, où une manifestation nationaliste, au moment de la célébration de la libération, le 8 mai 1945, une manifestation nationaliste, le drapeau algérien est brandi, et cela déclenche une répression qui va aller de manière extrêmement dure. Donc on a une centaine d'Européens qui sont tués, et cela amène plusieurs milliers et plusieurs dizaines de milliers même d'Algériens à être massacrés au cours des mois de mai et de juin 1945. Donc ce sont des moments ici qui sont extrêmement forts, dont la mémoire est extrêmement vive encore en Algérie, en France aussi, et qui montrent un petit peu comment aussi on a eu une colonisation dure, donc je le répète. Monsieur Lacaisse le rappelait tout à l'heure, c'est aussi une colonisation de peuplement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a une volonté de colonisation complète de l'Algérie, et parallèlement à ça, finalement, on a des Européens qui viennent s'installer en Algérie, et non pas simplement des Français. Donc on a des personnes qui sont déjà présentes avant la colonisation française en Algérie, notamment des Espagnols par exemple.
Et ensuite, donc, au fur et à mesure, dès les premières années, on a des Espagnols, des Italiens qui viennent s'installer, des Maltais. Et tout cela fait qu'on a une population étrangère, européenne, on pourrait dire. On parle des Européens d'Algérie qui vit en Algérie donc, et qui va être de l'ordre d'1 million de personnes donc en 1954. 1 million d'Européens d'Algérie pour 9 millions d'Algériens, 1 pour 9 environ. Et par contre, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une séparation, une dichotomisation, je dirais, une séparation entre les Algériens et les Français au fur et à mesure, au niveau de la nationalité. Le premier moment de séparation, ça va être avec le décret Crémieux, qui va naturaliser les Juifs d'Algérie. Les Juifs d'Algérie sont présents depuis la nuit des temps en Algérie, et ils sont dans la population, ils vivent dans la population, même s'ils ont des quartiers réservés, ils sont tout à fait intégrés, ce sont des Algériens par entière. Et par le décret Crémieux, en fait, on va déjà faire une séparation entre deux catégories de personnes, deux catégories entre guillemets d'indigènes, si l'on veut, les indigènes qui le resteront, et donc les juifs qui deviennent français. Donc là, c'est un des déclencheurs d'ailleurs de la révolution démocratique. Le deuxième moment, c'est justement la naturalisation aussi des Européens d'Algérie, donc les Italiens, les Maltais, les Espagnols, qui par la loi de 1881 vont devenir français. Donc leurs descendants vont devenir français, donc toutes ces personnes qui étaient étrangères à la base deviennent françaises, et donc on se retrouve avec des indigènes, des Français musulmans, et des personnes qui sont progressivement naturalisées, et donc voilà, cette séparation, cette dichotomie entre deux populations se fait à ce moment-là. Après, donc on a installation de Français aussi à part entière, notamment les Alsaciens lorrains, au moment de la perte de l'Alsace-Lorraine après la défaite de Sedan en 1870 contre la Prusse. Alors ceci dit, on a une dichotomie, mais on a une dichotomie des statuts et on a une exogamie aussi entre les lieux de vie. C'est-à-dire que les Français et les Algériens ne vivent pas forcément dans les mêmes quartiers, donc on a vraiment des quartiers qui sont bien délimités. On parle notamment, par exemple, de villages nègres et de villes européennes. Ça se voit à travers certains quartiers. Le centre d'Alger, par exemple, est un quartier totalement européen. Et on a la Casbah dans laquelle vivent les Algériens. Ceci dit, on a aussi un monde du contact qui existe progressivement. Alors, pour reprendre l'exemple d'Alger, au niveau géographique, le quartier de Bellecour, par exemple, où vivait Albert Camus, c'est un quartier qui était populaire et où l'on avait en fait des Algériens et des Français qui vivaient ensemble. Donc il n'y a pas une séparation totale, complète. Pour donner d'autres exemples aussi, on a une timide bourgeoisie qui commence à naître également, une bourgeoisie algérienne, avec par exemple donc, une personne comme Ferhat Abbas, par exemple, le pharmacien de Sétif, qui est devenu l'un des leaders du mouvement nationaliste et le premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, et après le président de l'Assemblée constituante algérienne, donc à l'indépendance. Voilà pour cela. Et un dernier exemple encore, ce serait Mouloud Feraoun et tous les intellectuels, Mouloud Feraoun, donc grand intellectuel de langue française, grand écrivain, et aussi instituteur. Donc il y a dans le Bled, dans la campagne algérienne, beaucoup d'instituteurs aussi qui sont d'origine algérienne et qui vont aussi créer un petit peu cette élite intellectuelle naissante, et qui fait qu'aujourd'hui aussi on a énormément de grands écrivains algériens de langue française. Le salon international du livre d'Alger qui vient de se terminer l'a bien montré aussi. Voilà un petit peu pour le panorama de la colonisation. Je reviens à mon deuxième temps, j'espère ne pas être trop long, il faut me dire, hein, j'essaye d'être... Alors, le deuxième temps, donc, c'est le fait d'avoir une guerre qui est fratricide. C'est un moment, déjà c'est une guerre, il faut rappeler les choses. Autant, je l'ai dit avant, la colonisation a duré 132 années au total, c'est un temps très long.
quand la guerre d'Algérie commence, c'est finalement l'Algérie est une colonie française depuis plus longtemps que n'est français la Nice et la Savoie, par exemple, 1860. Voilà. Après, la période de la guerre, c'est une guerre qui est longue aussi. Ce sont 8 années de guerre. C'est la guerre 14-18 qui était très intense aussi. Évidemment, ce n'est pas le même rapport, mais c'est 4 années. La Seconde Guerre mondiale, 4 années. La guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, ce sont 2 longues guerres, mais ce sont des guerres donc, de type différent. Ce sont des guerres, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure aussi, qui mettent en face à face à la fois une armée à part entière et une armée de type de guérilla. Et cela, justement, entraîne aussi, un caractère particulier. Le premier, c'est un caractère d'une guerre de type révolutionnaire, où les combattants sont dans la population. Alors, les militaires français reviennent d'Indochine, pour une partie d'entre eux, les militaires de carrière, et ils ont lutté contre le communisme, et en même temps, pour essayer de lutter contre le communisme, ils ont décidé de prendre les mêmes armes que employait le Viet Minh, et aussi reprendre les théories de Mao Tse-tung, par exemple. Et donc, dans la théorie de Mao Tse-tung, il est dit que le combattant doit être comme un poisson dans l'eau. Donc les militaires français en retirent la conclusion suivante: pour trouver le poisson, il faut enlever l'eau. Donc voilà, ça amène 3 choses qui sont extrêmement importantes au niveau 3 conséquences très importantes au niveau du type de guerre. La première conséquence, ça va être justement cette reprise en quelque sorte de toute la propagande à son compte, de la propagande de type révolutionnaire par l'armée française, et donc pour retourner les armes contre les prétendus, par exemple, communistes. On pense à un moment donné que effectivement le FLN, c'est le communisme. Et donc on va trouver toute une rhétorique dans les 5e bureaux, donc, qui sont responsables de l'action psychologique, qui vont justement aller en quelque sorte aussi politiser les cadres de l'armée. Ce sont plus simplement des cadres militaires, ce sont des officiers, on va dire, qui n'appliquent pas simplement, mais qui pensent, et qui se pensent de plus en plus comme une force. Et donc ça va avoir des conséquences sur la fin de la guerre, notamment le putsch des généraux, par exemple. C'est pour la première chose. Et puis une deuxième chose aussi, c'est toute la propagande qui peut avoir lieu, et qui montre par exemple qu'il va y avoir la menace communiste qui va encercler en quelque sorte l'Europe de l'Ouest, arriver en France, et notamment en dessous, par le sud, par le Maghreb. Donc au fur et à mesure, l'idéologie communiste progresserait. Voilà pour une première conséquence. La deuxième conséquence, je dirais, beaucoup plus grave, ou encore plus grave, c'est le système de torture qui a été mis en place au cours de la guerre d'Algérie. Il y a eu des violences, évidemment, du côté du FLN aussi. Ces violences, je vous en ai parlé tout à l'heure, viennent plutôt de mai 1945. Et donc, à partir de mai 1945, les nationalistes algériens ne voient pas d'autre issue après la répression qu'ils viennent de subir que la violence. Donc, c'est pour ça qu'il y a le déclenchement en 1954, mais il y a des clandestins qui datent depuis les années 49-50 avec l'organisation spéciale déjà, qui sont déjà en cours de combat. Et puis après, avec le déclenchement aussi de la guerre, donc on a à la fois des attentats, surtout à partir de 1956, fin 56, des attentats notamment qui vont à Alger, qui vont lancer après la bataille d'Alger. Et puis aussi, mais c'est plus une crainte finalement, une peur profonde des Français, tout ce qui est violence physique contre les personnes, notamment par exemple les égorgements, les émasculations, des choses comme ça, en fait, qui vont être abondamment utilisées par la propagande française et qui vont être une énorme crainte dans la population française présente en Algérie et parmi les combattants français. Donc c'est plus
C'est moins une pratique régulière finalement que plutôt une crainte. Voilà pour cela. Alors, et justement, par rapport à ça, en réaction par rapport à cela, va se mettre en place un système de répression et de torture, donc implacable à partir de 1957. La matrice, c'est la bataille d'Alger. Face aux attentats qu'il y a eu, on va mettre en place un système de renseignement avec donc, des arrestations qui sont massives la pratique de l'interrogatoire et donc de la torture qui se met en place à partir de ce moment-là, préexistant déjà, mais qui se met en place comme un véritable système à partir de 1957. Et donc, ici, ce qui est en plus, je dirais, pour rajouter, c'est même pas simplement la pratique de la torture, c'est que chaque Algérien étant un suspect en puissance, puisqu'on ne sait pas qui est un combattant, qui est un civil. Et donc, tous les Algériens sont susceptibles d'être interrogés et donc torturés. Et donc, ce qui se met en place à partir de ce moment-là, à partir de 1957, et puis pendant toute la durée de la guerre d'Algérie, donc ça va être le fait de passer, on va dire, par les centres de torture, avec la mise en place dans toute l'Algérie progressivement d'unités spécialisées, alors les centres de renseignement et d'action, et puis le dispositif opérationnel de protection, les DOP, le CRA et les DOP, qui vont donc interroger les combattants et la population, avec une conséquence. Évidemment, du point de vue des militaires français, ici, il s'agit de trouver du renseignement. Mais chaque personne qui est interrogée, chaque personne qui est torturée, et évidemment tout l'entourage aussi, c'est évidemment des personnes qui passent irrémédiablement du côté du FLN. On ne peut pas, dans ces conditions-là, évidemment, rester dans un côté franco-français, trop tolérant, etc., etc. Donc évidemment, au fur et à mesure, la population, elle est de plus en plus favorable au FLN, ce qui était déjà le cas auparavant, mais ça va renforcer évidemment le rapprochement. Voilà. La dernière conséquence, ce sera aussi le regroupement des populations. S'il faut enlever l'eau pour trouver le poisson, il faut enlever la population. Et donc pour cela, il va se mettre en place un des plus terribles mouvements de population, quand même, 2 millions de personnes qui ont été enlevées de leur village pour être mis dans des camps de regroupement. 2 millions de personnes sur 9 millions d'Algériens, donc à peu près le quart de la population. Le quart de la population algérienne a été enlevé de ces villages pour être mis dans d'autres villages ou campements de fortune, avec énormément de problèmes sanitaires qui vont naître, puisqu'on ne tient pas forcément compte, par exemple, des points d'eau. On ne tient pas forcément compte de toutes ces choses matérielles basiques, mais qui sont évidemment vitales. C'est une première chose. Il y a les camps de regroupement, mais il y a aussi toutes les personnes qui vont fuir les zones qui deviennent interdites. On leur interdit de vivre dans leur village, donc elles doivent fuir. Elles n'ont plus de moyens de subsistance, voilà, leurs champs, etc., etc. Tout ça est laissé à l'abandon. Voire aussi, on met le feu, l'armée française met le feu dans les champs pour éviter que les personnes viennent, met le feu aussi aux forêts pour éviter que les combattants se cachent, par exemple, donc tout ça. Et on a donc des populations également qui fuient, mais qui ne vont pas se trouver dans des camps de regroupement, mais qui vont aller, par exemple, dans des bidonvilles, ceux d'Alger, par exemple, de très grands bidonvilles à Alger, ou encore ceux en France qui vont partir en France et qui vont rejoindre, par exemple, le bidonville de la Folie à Nanterre, qui va regrouper jusqu'à 10 000 personnes, donc, au moment de la guerre d'Algérie. Voilà pour ce panorama. Voilà, pas très réduisant, j'en suis désolé. Mais pour bien comprendre aussi la complexité de la guerre, me semble-t-il, il faut revenir sur aussi chacun des camps. Ce n'est pas une guerre qui est évidente, qui confronte deux camps. Ce sont aussi des guerres qui ont, dans chacun des camps, il y a eu des difficultés qui se sont posées. Alors du côté algérien, on a eu on pourrait dire deux guerres parallèles aussi. Voilà. La première, ça a été aussi une lutte pour essayer d'avoir la prédominance sur les autres courants. Donc le FLN s'est notamment distingué, c'est une scission du mouvement nationaliste, le PPA-MTLD de Messali Hadj, qui est la grande figure tutélaire du nationalisme algérien. Et donc Messali Hadj a créé, après le déclenchement de la guerre par le FLN, un mouvement donc concurrent au FLN qui s'appelle le mouvement national algérien.
Et ces deux parties vont, au début de la guerre, se mener une bataille féroce pour essayer d'avoir la prédominance de l'une sur l'autre. Alors, le MNA était surtout présent, on va dire, en France, et le FLN s'est plutôt implanté tout de suite en Algérie. Par contre, il y avait aussi, au tout début de la guerre, par exemple, on trouve des combattants qui brandissent la photo de Messa Diagne parce qu'ils ne savent pas évidemment qui est qui, et voilà. Et donc, notamment aussi, ça va mener par exemple au massacre dit de Milouza. Donc, c'est un village, par exemple, donc en 1957, où la population qui était messaliste a été donc tuée par le FLN. Alors, donc il y a ceci, et puis finalement, progressivement aussi, avec du côté du MNA aussi, une guerre dure qui a été menée en France en particulier, notamment dans la guerre des cafés, on l'appelle, donc avec des fusillades de part et d'autre, et finalement, au bout du compte, le MNA a perdu et donc s'est retrouvé totalement isolé et localisé simplement dans le nord de la France à la fin de la guerre. Voilà pour une première chose. La deuxième chose, pour du côté algérien, ce sera aussi tous les combattants algériens qui étaient dans l'armée française. Donc on en a beaucoup, le film tout à l'heure le montrera d'ailleurs aussi, à la fois comme militaires de carrière, il y en avait, on va dire, un certain nombre, notamment qui étaient en Indochine par exemple avant, qui se sont formés, qui ont après éventuellement rejoint le maquis, mais en tout cas il y a aussi des Algériens d'actifs, on va dire militaires d'actifs dans l'armée française. Première chose. Deuxième chose, ce sont les appelés. Depuis le début du XXe siècle, tous les Algériens, hommes, étaient appelés à aller à servir au sein du service militaire également. Donc, même si les chiffres étaient relativement peu importants, en tout cas, c'est ce qui existait. Donc, on a des appelés également qui vont voilà, faire leur service, éventuellement aussi rejoindre le FLN. Voilà, c'est exactement l'objet du film tout à l'heure. J'en dis pas plus. Et enfin, donc, il y a aussi les harkis, donc les supplétifs, de manière large, dont les harkis qui sont les plus connus. Après, le terme harki a désigné justement finalement toutes les personnes qui étaient dans l'armée française, à quelques titres que ce soit, et même plus largement aussi toutes les personnes à la fin de la guerre, toutes les personnes qui étaient du côté de la France, du côté algérien. Voilà un petit peu pour cela. Alors pour les harkis, il faut donc c'est souligné, ils sont devenus, on va dire, en Algérie, après aujourd'hui encore, d'ailleurs le terme harki signifie traître. Voilà, pour simplifier. Donc c'est un petit peu cette signification-là que revêt le terme maintenant. Qui, à la base, arka signifie mouvement, en fait. Donc une arka, c'est une troupe en mouvement qui bouge tout le temps. Voilà. Et donc à l'indépendance, il y a eu aussi des massacres de harkis qui ont été perpétrés. Plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'Algériens. Les chiffres sont très très incertains. Donc qui ont été donc des massacres qui ont été perpétrés et avec justement qui ont aussi et jusqu'à présent en fait on voit assez mal toute la variété des situations qui ont pu exister. En fait, il y a le harki engagé pour l'Algérie française. Voilà, ça c'est le cas. Après, ça va être beaucoup plus rapide. Je vais raccourcir. Donc les harkis en faveur de l'Algérie française, les harkis qui sont engagés aussi pour des raisons économiques, par stratégie familiale. Certains frères étaient dans la LN, d'autres dans l'armée française, pour essayer de tempérer, on va dire, et d'essayer d'avoir le moins de difficultés possible. Et enfin, on a aussi des personnes qui pouvaient jouer un double, voire un triple jeu. Ici, les situations sont très, très variées, on pourrait dire. En ce qui concerne les Français, très rapidement, en ce qui concerne les Français, il y a deux lignes de fracture qui ont été opérées. La première, c'est avec toutes les personnes qui ont dit non à la guerre sans nom. Un petit peu, voilà. Je pourrais répondre à vos questions ultérieurement si vous voulez.
tous ces opposants, toutes les personnes qui ont refusé de participer à la guerre d'Algérie de manière en tant que militaire, des insoumis, des déserteurs, des refus d'obéissance, des objecteurs de conscience, par exemple, et de manière plus large, toutes les personnes qui ont dit non aussi en tant que civils, donc avec une catégorie de personnes, ce sont les porteurs de valises. C'est voilà, un terme un peu générique, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont aidé le FLN, enfin le FLN avant tout, et donc ce sont des réseaux qui sont mis en place à partir de 1957 essentiellement, et qui ont créé un véritable débat national, en particulier au cours de l'année 1960, avec le procès du réseau Janson et le manifeste des 121, en fait la déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Voilà, ici ça a été un moment de fracture dans la société française, avec des moments extrêmement importants. Je reviendrai éventuellement là-dessus si vous voulez ultérieurement. Et la deuxième conséquence, la deuxième fracture, ligne de fracture, ce sera au contraire avec les partisans de l'Algérie française qui, au fur et à mesure, au départ, ils étaient relativement, on pourrait dire, nombreux, notamment en Algérie, puis au fur et à mesure, leur nombre a régressé et puis sont devenus minoritaires, et avec leur minoration, on pourrait dire, progressive, ils ont basculé du côté de la clandestinité, ils ont basculé du côté de la clandestinité, notamment avec l'organisation armée secrète, l'OAS, à partir donc d'avril, c'est pour le putsch, donc à partir de 1961. Donc on a au fur et à mesure donc, différents événements qui font qu'on a un basculement du côté de l'OAS, avec pour l'OAS d'abord des meurtres ciblés qui sont effectués, par exemple contre des libéraux, le maire d'Évian par exemple, ou encore l'avocat Maître Poppy en Algérie, enfin bref, des attentats ciblés. Des grandes manifestations de masse aussi, la manifestation des casseroles par exemple, où les gens tapaient sur les casseroles au son de Algérie française, donc 3 coups brefs de long. Donc voilà, c'était un petit peu le signal, je ne reviens pas, j'essaie de condenser au maximum. Et puis à la fin, donc, au contraire, ce sont les nuits bleues, donc c'est la plongée dans les attentats. Les nuits bleues, ce sont 200 attentats par exemple par nuit au mois de janvier 62. Donc effectivement, la nuit était bleue. Les attentats, c'était tout le temps. Et puis enfin, la politique de la terre brûlée. Donc au cours des derniers mois et jusqu'au dernier jour de l'Algérie française, le 5 juillet 62. Jusqu'au dernier jour, donc une volonté de faire la tabula rasa, la table rase, ne rien laisser debout. Ce qui fait qu'on a évidemment des meurtres collectifs, individuels qui sont perpétrés au hasard à la fin, dans une sorte de fuite en avant, et puis aussi à Oran par exemple le pétrole qui a pris feu, et puis aussi la bibliothèque d'Alger. Je travaille en bibliothèque, on avait vu la bibliothèque de Séguéla, bibliothèque d'Alger avec des livres qui étaient des exemplaires uniques, 300 000 livres partis en fumée. Ce sont des attentats contre la culture qui font mal à des moments. Voilà, tout cela, alors en quelques mots pour conclure du coup, fait qu'il n'est pas du tout évident, justement, la mémoire de la guerre d'Algérie n'est pas du tout évidente. À la fois du fait de cette longue durée, avec la dureté de la colonisation, et puis en même temps le contact qui existait, les 8 années de guerre, avec leurs logiques internes également, de conflits internes à chaque camp. Tout ça fait que l'on a eu des moments extrêmement durs. Une volonté à un moment donné en Algérie de célébrer le parti unique. C'était le mot d'ordre exact, c'était un seul héros, le peuple. Mais ça masquait aussi justement toutes les différences qui pouvaient exister auparavant entre différents courants nationalistes. Mais la figure de Messali Hadj, mais la figure de Ferhat Abbas sont réapparues, et maintenant on commence à avoir une meilleure vue aussi du passé du mouvement national algérien.
Voilà par exemple pour la question algérienne. Et puis en France donc, on a évidemment différents groupes de mémoire qui sont apparus. À la fois, on va commencer par à la fois les Pieds Noirs, donc, qui sont rentrés en 1962, pour lesquels évidemment ça a été un moment extrêmement dur et qui en plus n'ont pas été, on pourrait dire, bien acceptés par la société française. On a différents témoignages là-dessus, notamment à l'arrivée à Marseille, par exemple. C'est des moments qui sont terribles. Déjà, ils ferment tout et en plus, on leur dit qu'ils ne sont pas les bienvenus. C'est peu agréable. Deuxième aussi mémoire, groupe de mémoire qui est apparu, ce sont les immigrés algériens, qui sont devenus de plus en plus nombreux depuis 1945, qui se sont installés progressivement. On a fait appel à eux. Pendant la guerre, ils sont arrivés de plus en plus nombreux aussi. Et voilà, c'est un groupe à part entière aussi qui s'est formé, avec, donc, comme je disais tout à l'heure, aussi des vécus très difficiles, notamment par exemple dans les bidonvilles. Je parlais du bidonville de Nanterre, le bidonville à Lyon également, voilà par exemple. Et puis on a un troisième, il y aurait le groupe des Harkis aussi, qui ont été abandonnés en Algérie, déjà, première chose par l'armée française, puis qui, pour certains d'entre eux, sont arrivés en France et qui ont été laissés dans des camps de fortune. Et ensuite, deux mots. Excusez-moi. Donc, ils ont été laissés dans des camps de fortune qui sont devenus permanents en fait, donc jusque dans les années 70. Donc, ils ont été oubliés là. Et puis, donc, voilà pour cela. Et donc ils ont eu après des revendications aussi à porter à partir des années 70. Enfin, le dernier grand groupe, cela a été évidemment les appelés, qui eux se sont murés dans le silence dès leur retour d'Algérie. Pour beaucoup d'entre eux, n'ont jamais reparlé de l'Algérie. Voilà, ont en quelque sorte eu le sentiment de ne pas être entendus, ont voulu oublier. Et puis c'est aussi la gangrène, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Benjamin Stora, La gangrène et l'oubli. La gangrène qui a pris le dessus finalement et qui réapparaît à certains moments de manière extrêmement vive dans des débats, par exemple au début des années 70 avec le livre du général Massu sur Ma bataille d'Alger, la réponse du général de Bollardière, Bataille d'Alger, bataille de l'homme. Le général de Bollardière était opposé à la torture et a fini par démissionner de l'armée. Et à la fin des années 90, début 2000, fin des années 90, il a fallu attendre 1999 pour que la guerre d'Algérie soit reconnue comme telle en France, 1999, près de 40 ans plus tard. Et juste après, on a à nouveau un moment extrêmement fort au niveau de la mémoire. C'est à la fois le témoignage de Louisiane Guillariz, donc qui a été torturée par l'armée française en 1957, et puis le témoignage également du général Ossares, qui lui a reconnu avoir torturé. Et donc là, cette conjonction des deux témoignages a entraîné une explosion de la mémoire extrêmement forte, et énormément la parole s'est libérée en quelque sorte. Beaucoup d'appelés du contingent ont témoigné de ce qu'ils avaient vu et vécu en Algérie au cours de cette guerre. Il y a eu un appel d'intellectuels aussi, l'appel des 12 à cette occasion-là. Et voilà, après, pour voilà, les dernières petites choses, il y a eu encore en 2005 avec une loi sur les aspects positifs de la colonisation. Et puis on pourrait dire que le dernier moment aussi, aujourd'hui, le 40e anniversaire, on en reparle, certains Algériens et certains Français reparlent de ça. Pour la première fois, certains appelés osent ouvrir leur cœur et témoignent de ce qu'ils ont vécu. C'est important aussi, ils arrivent au terme de leur vie, ils veulent laisser un témoignage, une trace aussi de ce qu'ils ont vécu. Et puis le dernier moment aussi, je parlais d'Albert Camus tout à l'heure, c'est tout le débat qui a lieu en France à l'heure actuelle, encore, ça se poursuit, autour de l'exposition qui sera organisée l'année prochaine à Aix-en-Provence, et qui a entraîné l'éviction de Benjamin Stora et donc tout un débat autour de cette question mémorielle et politique aussi justement de l'Algérie et de la guerre d'Algérie. Voilà, en tout cas, voilà ce que je pouvais dire.